Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 101% qui sera, une fois de plus n'est pas coutume, placé sous le signe de la crise, de la morosité et de la dépression. Heureusement quand même, on pourra suivre les aventures de la critique avec le nouveau volet de Tekken sur 3DS, No Life Employee IRL, Big Bug Hunter qui sera consacré à Super Mario Land 2, ainsi que le Game Center qui va tout nous apprendre quand même sur le système Taito F3. Alors bon, moi comme je suis dans un studio, je m'en fiche et je regarde les news. C'est parfois une tradition en informatique. Les personnes ou entreprises qui sont sûres de leurs produits invitent les hackers de tout poil à tenter d'y trouver une faille en leur promettant une somme d'argent en récompense. Le plus célèbre exemple est Donald Knuth, l'informaticien père de l'algorithmique moderne. Et c'est aussi le cas de Google aujourd'hui, notamment pour son navigateur Internet Chrome. Google propose maintenant en tout $1 million de récompense à ceux qui trouveront des failles dans son navigateur. Rappelons que Chrome est le seul navigateur à n'avoir jamais été compromis dans la célèbre compétition de hackers Pwn to Own. On continue ces news avec Zone of the Enders HD Collection, qui compilera les 2 jeux développés par Kojima Productions en 2001 et 2003. Ces 2 simulations de mecha font partie des jeux les plus mémorables de la PlayStation 2, et on s'en souvient notamment pour leur scénario, leurs scènes d'action ultra rapides et leur gameplay totalement atypique. Konami est donc fier d'annoncer que le public, nouveau comme ancien, pourra très bientôt profiter d'une version remasterisée de ces 2 softs, car Zone of the Enders HD Collection est prévu pour l'automne prochain. Le jeu est encore à l'état de développement et n'a donc pas encore fait l'objet d'un trailer, alors ne paniquez pas devant ces images pleines de pixels, elles proviennent bien sûr de la version PS2. Vous avez déjà parlé des mini-ordinateurs de Raspberry Pi, qui proposent sur un format carte de crédit et pour la somme d'une trentaine d'euros, un petit ordinateur capable de faire tourner Linux. Destiné au marché de l'éducation, ces cartes étaient très attendues par les amateurs, qui voient là l'occasion d'expérimenter avec des projets à petit prix. Eh bien ça y est, les modèles ont été lancés à la vente, pour que le site soit pris d'assaut et s'écroule devant la demande. La société ne vend pour l'instant qu'en Grande-Bretagne, mais gageons que chacun pourra à l'avenir avoir son ou ses Raspberry Pi. Alors bon, comme je vous le disais en préambule dans le plateau d'introduction, c'est vrai que normalement, dans une émission de divertissement telle que 101%, on n'est pas censé vous parler de crise, de morosité et de choses comme ça. On est censé plutôt vous parler d'amusement, de petites licornes de toutes les couleurs qui pondent des petits cacas qui se mangent et qui sont délicieux à tous les parfums des fruits des bois et de la création. Mais quand même, il faut être un peu réaliste, hein. La crise est là, on ne peut pas passer à côté, même dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont victimes de la crise. Regardez, alors, je ne sais pas si c'est à cause de la sortie de Street Fighter sur 3DS, mais maintenant, même Tekken 3 déprime. Round 1. Les consoles de Nintendo sont généralement assez avares en jeux de combat. Et pourtant, la 3DS avait créé la surprise dès sa sortie en proposant une version tout en 3D de Super Street Fighter 4. 2 mois plus tard, le jeu phare de Capcom s'est vu concurrencé par 2 adversaires de taille, avec Dead or Alive Dimensions, qui a été suivi par BlazBlue Continuum Shift 2. C'est donc désormais clair, si l'utilisation d'un stick analogique ne vous rebute pas, la 3DS a le potentiel de combler toutes vos attentes de gamer en matière de jeux de baston. Mais jusqu'à maintenant, une autre licence pourtant très populaire faisait figure de grand absent. Cette licence, c'est bien évidemment Tekken, qui sévit sur PlayStation et en arcade depuis plus de 15 ans déjà. Avec plus d'une dizaine d'épisodes à leur actif, Kazuya et sa bande ont su s'imposer comme étant des incontournables du jeu de baston 3D et on a du mal à imaginer un Game Center japonais sans sa propre borne de Tekken 6 trônant entre Street Fighter 3 et 4. Alors comment expliquer cette si faible présence sur les consoles de Nintendo ? Certes, il y a une rapide incursion à l'époque de la GBA avec un Tekken Advance unanimement salué pour sa performance, mais depuis, plus rien. Enfin, plus rien jusqu'à maintenant, car Tekken 3D Prime Edition vient tout juste de sortir sur la portable Nintendo, et on l'annonce partout comme le nouveau cadre du genre. Mais cet épisode est-il vraiment le must-have qu'il prétend être ? How long can you stand my attacks? Round 2. Fight. Non, cette critique ne contient pas de partie histoire, tout simplement parce que Tekken 3D Prime Edition se paye le luxe de ne pas en avoir. Ne comptez pas sur la notice du jeu pour avoir des éléments de background, ne comptez pas non plus sur les cinématiques d'un mode arcade pour grappiller quelques éléments de scénario. Ce Tekken n'a rien de tout cela.
Les plus indulgents ne s'en offusqueront pas et lâcheront un. C'est un jeu de baston, on s'en fout de l'histoire. Sauf que, vraiment, on n'a aucune idée de la raison qui pousse cette quarantaine de combattants à venir se batailler entre eux. Plusieurs éléments viennent cependant laisser supposer que Prime Edition est une pure adaptation de Tekken 6. Son roster déjà qui est identique et ses arènes aussi. Mais rien d'officiel ne lie ces deux épisodes, ce qui laisse libre cours à quelques incohérences, comme la présence d'un Heihachi version jeune luttant face à Devil Jin par exemple. Bref, cette réunion familiale est une fois encore un prétexte pour se bastonner et de ce côté-là, le jeu remplit bien son contrat. On retrouve en effet tous les éléments qui font de Tekken un Tekken, et la formule quasi inchangée depuis le premier épisode. Les habitués retrouveront vite leur marque et s'adapteront sans aucune difficulté aux 4 petits boutons de la 3DS, qui comme d'habitude correspondent aux pieds et aux poings. Il ne faudra que quelques instants pour que les juggle combos propres à la série pleuvent à l'écran. Les personnages jouables, qui comme nous l'avons précisé sont les mêmes que dans Tekken 6, offrent un large éventail de choix. Et tout le monde y trouvera son compte entre Lei Wulong, Lo, Jin, Paul, les récents Bob et Zafina, ou encore le classique Eddie Gordo, ce tricheur d'Eddie Gordo. Pour les allergiques des manipulations de boutons, il est possible, tout comme dans Street Fighter 3D Edition, d'assigner une touche de l'écran tactile à un coup spécial. Mais n'imaginez pas pouvoir sortir un interminable sample combo juste en touchant l'écran. C'est impossible. L'auteur de cette critique a quand même essayé. Que ce soit au niveau des combats ou de la modélisation des personnages, le dernier volet de Tekken est une franche réussite et rend un bel hommage aux capacités de la 3DS. L'effet 3D donne un peu d'intensité au combat, mais surprise, il n'est plus disponible dès lors que l'on passe en multijoueur. Afin de garder le framerate à 60 images par seconde, Namco a en effet préféré enlever cette fonctionnalité. Alors soit, ça fonctionne, c'est fluide et il n'y a aucun ralentissement, mais on s'étonne qu'un jeu titré 3D Prime Edition ne propose pas de 3D dans tous ses modes de jeu. Modes de jeu qui sont d'ailleurs très peu nombreux. On aurait pu croire qu'en 20 ans d'existence, les jeux de combat avaient établi des conventions, comme la présence obligatoire d'un mode arcade par exemple. Mais après un seul calibre 5 pauvre en contenu, Namco fait une fois encore dans l'économie, en proposant un mode solo très en deçà de nos espérances. En guise de mode arcade, un mode survie et un mode de combat aléatoire qui ne sont en fait que des successions de combats au hasard contre une IA de plus en plus cruelle. On note quand même que les Dan, ces titres de combat qui évoluent en fonction des personnages, sont présents, même s'ils ne présentent qu'un faible intérêt. On note aussi que le mode d'entraînement est assez complet et permet par exemple de visualiser un enchaînement avant de l'exécuter soi-même. Des cartes sont aussi à collectionner et à s'échanger via le Street Pass, mais encore une fois, leur intérêt est extrêmement limité. Il faut se rendre à l'évidence, au niveau solo, on a plus l'impression d'avoir affaire à un Tekken 6 amputé de tous ses bons côtés, comme la customisation des persos, qu'une adaptation complète. Même au niveau du mode multijoueur, c'est à peu près la même déception. On déplore des lags très importants en ligne et il faut 2 cartouches pour jouer en local, ce qui, il faut l'admettre, n'est pas très pratique, surtout que Street Fighter 4 proposait plus de fonctionnalités avec une seule version du jeu. Comme s'il avait bien conscience de son manque évident de contenu, le jeu inclut dans sa cartouche un film du nom de Blood Vengeance, et en a même fait un de ses arguments marketing. Loin d'être le film d'animation de la décennie, ce long métrage, sous-titré en français, n'est que vaguement compatible avec la 3D relief, mais il offrira tout de même 1h30 de divertissement, pour ceux que les tribulations de la G Corporation intéressent. Au final, on a donc un mode solo très incomplet et un mode multi mal conçu. Partant de ce constat, il peut être difficile de conseiller ce Tekken, et pourtant, en dehors de ces 2 grands défauts, le jeu s'en tire très bien techniquement, et 3D mis à part, il ne ment pas sur son titre, c'est bel et bien un Tekken en bonne et due forme. Si tout comme vos amis, vous êtes fan de la série depuis le premier ou le 3e épisode, et que vous attendez depuis longtemps de pouvoir y jouer lors de vos heures de transport en commun, alors ce Prime Edition est tout bonnement fait pour vous. Si Tekken ne vous intéresse que de loin et que vous cherchez simplement à avoir un bon jeu de baston sur votre 3DS, alors vous devriez plutôt vous tourner vers les autres licences que la console propose, ces dernières répondant sûrement mieux à vos attentes. Enfin, de notre côté, on attendra plutôt le retour de la famille Mishima sur console de salon, avec la sortie imminente de Street Fighter Cross Tekken, qu'on ne manquera évidemment pas de vous présenter prochainement. Pourtant, vous savez, nous on fait tout ce qu'on peut pour filer un petit coup de patte, tel le grizzly sympathique à côté de la cascade qui attend le saumon qui passe. Ben nous, on est là pour donner un coup de patte aux gens qui veulent travailler et à ceux qui ont besoin de gens qui veulent travailler. Donc c'est pour ça, No Life Employee IRL.
Bienvenue dans No Life Emploi IRL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Je suis Bruno Pacifici, je suis en charge de recrutement au sein du groupe Antares. Nous sommes une cellule de recrutement composée de 4 personnes. On intervient aussi bien sur tout ce qui est le staff interne que nos consultants. Et nos consultants sont tous orientés production, infrastructure et projet. Conditions de travail. Il faut savoir qu'on pratique la délégation de personnel, donc nos collaborateurs sont in situ chez nos clients. Ils sont les mêmes traitements, j'allais dire, que le personnel interne de nos clients, qui sont plutôt des acteurs grands comptes. Donc les conditions de travail sont assez agréables. Il faut reconnaître une situation de stress qui pèse un peu plus sur leurs épaules, puisque le client fait appel à une compétence, à une ressource, à un moment où il rencontre une problématique. Donc forcément, il y a des grands espoirs, il y a du poids sur les épaules qui pèse sur les épaules de nos collaborateurs, oui. Profil recherché. Alors sur la conduite de projet, parce que oui, chef de projet, ça recouvre une diversité de métiers qui est assez importante, mine de rien. Ça va de la coordination à la planification de déploiement d'équipes, à une conception vraiment beaucoup plus large, j'allais dire, des systèmes d'information et d'une organisation de services. Donc effectivement, en fonction de ça, les profils ne sont pas tout à fait équivalents, mais au-delà de la formation, c'est vraiment les compétences. Et les compétences, on les acquiert avec l'expérience. Niveau d'études et expérience. Alors pareil, ça dépend un petit peu des missions sur lesquelles sont affectés les collaborateurs, les projets qu'ils vont prendre en charge. Idéalement, formation supérieure en informatique. C'est l'idéal. Maintenant, une formation universitaire en gestion ou autre peut très bien faire l'affaire. C'est l'expérience qui va primer, là aussi. La personnalité, la capacité de se fondre dans les équipes, être agréable, un bon relationnel, des bonnes qualités rédactionnelles. Ça, on l'oublie. On parle d'études techniques, on parle de métiers techniques, mais on oublie qu'à un moment ou à un autre, on est obligé de coucher ses idées sur le papier. Et la rédaction, ça rentre quand même en ligne de compte. C'est très important. L'anglais. Connaître l'anglais, puisque aujourd'hui, tous nos clients, et comme beaucoup, ont une partie de leur informatique qui est soit sous-traitée ou externalisée dans d'autres pays, et la langue de travail en commun est l'anglais. Rémunération et évolution. Là aussi, en fonction du profil, qu'il soit junior ou senior, évidemment, ce ne sera pas forcément les mêmes rémunérations, mais c'est plus aussi en fonction des projets qu'il prend en main. Gérer une équipe, gérer une gestion d'équipe, j'allais dire jusqu'à 3 à 5 personnes, des petits projets de déploiement, on est sur des rémunérations de 35 à 40K. Sur les profils seniors, on va dire chef de projet technique, et une fois de plus c'est par rapport à nos métiers, parce que nous on fait essentiellement de l'infra et de la production, donc la partie technique est quand même très importante. On n'est pas sur les parties métiers, on est vraiment sur les techniciens à la base. Là on est plutôt sur du 45 jusqu'à 55, et ça peut aller un petit peu au-dessus en fonction d'une expertise bien déterminée. Alors l'évolution se fait avec le temps. Alors non pas qu'il y a la prime à l'ancienneté, c'est juste le fait d'emmagasiner des expériences, se confronter à des difficultés et les surmonter, ça fait que remporter des succès, ça fait grandir la personne et la rémunération aussi, mine de rien. Cela aussi s'accompagne de tout ce qui est suite, formation et obtention de certification. On est en train de travailler aussi sur tout ce qui est validation des acquis par l'expérience, puisque c'est quand même un métier qu'on peut encore faire sans forcément avoir cette formation supérieure en informatique, parce que je vous parlais de la primauté de l'expérience et des compétences. Donc effectivement, c'est quand même au bout d'un moment, c'est d'accompagner nos collaborateurs et permettre de... Il faut penser à leur employabilité future, il n'y a pas que pour nous, mais pour eux aussi, co-construire, j'allais dire, ce parcours professionnel, et donc passer par la validation et la certification. À éviter absolument. Une tenue négligée, ça semble pourtant une évidence, mais j'ai déjà eu des personnes qui cherchaient du travail depuis pas loin d'1 an. Je l'ai reçu en entretien, on a échangé correctement, honnêtement, et il expliquait que c'était un exercice de style. L'entretien était un exercice de style. Donc il y a une tenue à aborder. Il a trouvé du travail 15 jours après, quoi. Donc c'est pour dire qu'effectivement, c'est vraiment prendre conscience que c'est uniquement un exercice de style. Donc qu'est-ce qu'il faut éviter? La tenue négligée, basculer sur le tutoiement, des expressions trop familières. Ça, si on peut éviter, ça peut être pas mal. Ne pas avoir préparé son entretien. Ça, c'est pas terrible. C'est bien de se renseigner sur la société chez qui on postule et de préparer justement cet exercice qui est de déplier son déroulé de carrière
pour avoir un discours cohérent et correct. C'est vraiment les choses les plus importantes. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'information. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. Et bien évidemment, à chaque période de crise ressortent les vieux démons, ne serait-ce que l'insécurité. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais passer un petit message. C'est vrai que devant la recrudescence des vols de sacs, vous êtes priés de surveiller vos affaires. Et si jamais votre sac disparaît, n'hésitez pas à passer une petite annonce à No Life, parce que nous on la diffusera, ce sera la rubrique Big Bag Hunter, pour retrouver le sac, le bag. Décidément, la famille des chasseurs de bugs n'arrête pas de s'agrandir, puisqu'aujourd'hui j'ai eu la bonne surprise de découvrir au courrier, entre deux catalogues de sous-vêtements, un sympathique petit bug du non moins sympathique Petit Prince, bug qui concerne Super Mario Land 2. Alors, cher Petit, si tu me permets de t'appeler par ton petit nom, eh bien, merci beaucoup à toi. J'ai fait un jeu de mots là. Super Mario Land 2 fait partie de ces jeux qui ont bercé l'enfance de beaucoup de joueurs. Aujourd'hui devenus adultes, ces joueurs se souviennent avec nostalgie de ce jeu bien sympathique, aux environnements variés. Mais d'autres s'en souviennent surtout pour avoir découvert un endroit secret où nul n'est censé pénétrer. Ah, attendez, c'est pas une cochonnerie au moins. Un monde hostile où la seule issue est le game over. Ah bon, ok, non, parce que pendant un moment j'ai cru que ça allait être une réponse à la dans ton cul. La manœuvre pour y arriver est assez simple. Commencez par entrer dans un monde que vous avez déjà clearé une fois. Il vous est donc possible de sortir du niveau à tout moment en appuyant sur Select lors de la pause. Trouvez un tuyau et appuyez sur bas pour y entrer. Une fois l'animation lancée, appuyez rapidement sur le bouton Start pour mettre en pause, puis sur Select pour quitter le niveau. Jusque-là, rien d'anormal. Mais la surprise survient quand on rentre dans un niveau après avoir fait cette manip. Mario va alors traverser le sol et atterrir la plupart du temps dans un monde vide. Il est impossible de s'en échapper et on est obligé de resetter la console. Mais dans certains cas, c'est un tout autre monde qui attend notre pauvre Mario. Un monde malsain, fait de bouts de sprites imbriqués les uns dans les autres, sans aucune logique. Bienvenue dans le Chaos World. Ici, pas d'échappatoire non plus. Le jeu se chargera de mettre fin à vos souffrances en plantant de lui-même. Ce bug, communément appelé pipe glitch, provient du fait qu'on quitte un niveau alors que Mario est en train de traverser des textures. Le jeu va donc continuer cette animation au début du niveau suivant, et ce jusqu'à rencontrer du vide. Il existe une variante qui permet d'activer ce bug sans avoir à finir le niveau au préalable, appelée pipe glitch death. Oui, alors pour ceux qui sont en train de ricaner comme des coquilleries, je vous mets au défi de dire ce truc rapidement. Non, le pipe glitch death, le glide death, pipe glitch death. Putain, pipe glitch death. C'est pourquoi nous l'appellerons entre nous le Petit Prince glitch death. Comme ça ne change rien au problème, en fait, nous l'appellerons plutôt le glitch de la mort du Petit Prince qui pipe. Ou alors le petit glitch qui pipe le prince de la mort. Bon, enfin bref, il consiste à emprunter un tuyau alors que Mario meurt. Les conditions sont bel et bien réunies. On quitte le niveau pendant l'animation du tuyau. Cette méthode, un peu brutale certes, est cependant dure à exploiter car le timing est très serré. Alors certains d'entre vous me demanderont à juste titre à quoi sert un tel bug, ta gueule. Eh bien ça fait partie de la culture bugesque, et puis en plus c'est toujours drôle à faire sur le jeu d'un ami et lui demander paniqué mais pourquoi ton jeu est mort. Avec un peu de chance il va balancer sa console et là on peut aller la récupérer. Ensuite pour les plus curieux je vous invite à aller jeter un œil du côté des TAS, vous savez les Tools Assisted Speedrun, qu'on pourrait traduire en français par les courses rapides à assistement d'outils. Voilà, c'est assez drôle et assez rapide. Mais ce n'est pas tout, il est possible d'exploiter cette faille de programmation avec d'autres animations. Si vous arrivez à faire pause au moment précis où Mario rentre dans une bulle, vous pourrez la garder et l'utiliser dans n'importe quel autre niveau. De plus, les sprites de la bulle seront remplacés par d'autres sprites, comme des bouts d'ennemis par exemple. En plus d'être drôle, parce qu'il faut bien le dire, ce bug s'avère très utile dans certains niveaux. Bref, merci Petit Prince, on peut dire que ça c'est un sacré tuyau. Attendez, mais je suis trop marrant aujourd'hui, hein. Et bien évidemment, en période de crise, on sait qui blâmer, le système. C'est le système capitaliste qui nous a foutu dedans. Alors bon, est-ce que le système capitaliste
peut être concurrencé. Est-ce qu'on peut le remplacer peut-être même par un système Taito F3? On aura peut-être la réponse dans Game Center, s'ils sont politisés. Bonjour et bienvenue dans Game Center. Il y a peu de temps, nous avons vu le système Taito G-Net. Aujourd'hui, on reste chez Taito, mais c'est un système un peu plus ancien que nous allons voir, le Taito F3. Face au grand succès du système MVS de SNK, l'éditeur Taito décide en 1992 de sortir lui aussi un système arcade à cartouches. Baptisé Taito F3, ce système est composé d'une carte mère sur laquelle on insère des cartouches de jeu. Des clips sur le côté permettent d'en assurer le maintien. Le changement de jeu est donc relativement simple, si ce n'est qu'il faut un certain doigté pour extraire une cartouche enfoncée. La carte mère dispose d'un petit ventilateur qui a l'avantage d'être peu bruyant. Le Taito F3 est un système zoné et empêche l'utilisation d'une carte mère avec un jeu d'une zone différente. Ce zonage est cependant très facile à contourner puisqu'il suffit d'enlever les petits ergots en plastique au niveau des connecteurs. Ce système est robuste, simple d'utilisation et abordable financièrement parlant. Le Taito F3 est donc un système qu'il fait bon d'avoir chez soi, à condition d'aimer les puzzle games ou les shoot'em up. En effet, sur la bonne trentaine de jeux sortis entre 1992 et 1998, les meilleurs d'entre eux font presque tous partie de ces deux catégories. Voyons donc de quoi il en retourne. Au niveau des puzzle games, ce n'est pas moins de 4 versions de Puzzle Bobble qui ont vu le jour sur ce système. On ne présente plus ce célèbre jeu de Taito dans lequel les joueurs regroupent des boules de même couleur afin de les faire disparaître. Le jeu Pop & Pop est un habile mélange entre Puzzle Bobble et Space Invaders. Le but est comme d'habitude de regrouper 3 éléments de même couleur, mais la scène qui bouge latéralement propose une nouvelle approche du genre. On y incarne des personnages provenant de jeux Taito mythiques comme Tiki le Kiwi de The New Zealand Story ou Sayo-chan de Kiki Kai Kai. Pucci Carrot est sans aucun doute un des plus beaux jeux sur le Taito F3. Ce mix entre Puzzle Bobble et Arkanoid met en scène 12 personnages qui s'affrontent pour réunir des pierres magiques. Les animations et les voix des protagonistes valent à elles seules l'achat du jeu. Bien que prévu à l'origine pour être joué avec un paddle, il est possible d'activer l'option joystick dans le menu Deep Switch, rendant le jeu jouable sur un panel classique. Du côté shoot'em up, le célèbre Rayforce a marqué beaucoup de joueurs avec ses graphismes et sa mise en scène impressionnante. Le système de lock qui permet de détruire et de chainer les ennemis en contrebas sera repris dans les suites Raystorm et Ray Crisis. Le F3 a également accueilli le 3e épisode de la série Darius. Intitulé Darius Gaiden, c'est le premier à implémenter des bombes à effet dévastateur. Mais ce qui est le plus marquant est sans aucun doute les musiques. D'un genre peu habituel pour un shoot'em up, elles transportent littéralement le joueur et font de ce titre un jeu unique en son genre. Notez qu'il existe une extra version du jeu qui propose des niveaux différents à la difficulté plus élevée. Il s'agit en fait d'une version non officielle dont les origines sont quelque peu mystérieuses. La seule chose de sûre, c'est que la cartouche est très rare. À l'instar de Konami et ses Parodius, Akan Vader est une parodie déjantée de Space Invaders.
Que ce soit les ennemis, la musique, les personnages, tout est complètement barré. Le gameplay est beaucoup plus nerveux que son illustre grand-père et on devient rapidement accro. En ce qui concerne les autres genres de jeux, on retiendra évidemment les titres Bubble Symphony et Bubble Memories qui ne sont autres que les suites directes du célèbre Bubble Bobble. Le beat'em all Lightbringer vaut également le détour. Il n'est pas à la hauteur d'un Dungeons & Dragons, mais il se défend bien et est agréable à jouer. Lightbringer. Enfin, on ne peut que vous conseiller d'essayer le jeu Elevator Action Returns. Les niveaux deviennent très vite complexes et demandent pas mal de réflexion. On regrette seulement le fait de ne pas pouvoir sauter à un étage inférieur. Si ce petit tour d'horizon vous a fait envie, n'hésitez plus. Son prix abordable, son dézonage et la facilité d'en trouver fait du système F3 un système incontournable. Voilà, le Taito F3 fait partie de ces grands classiques qu'il est toujours bon d'avoir dans son placard. Pour la petite histoire, en 1993, Capcom se mettra lui aussi au système à cartouche avec son célèbre CPS2. Mais ça, on le verra une prochaine fois. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro de Game Center. Alors bon, bien évidemment, Game Center n'a pas répondu à ma question. On ne sait toujours pas s'ils veulent faire la révolution et tout péter et tout remplacer. Bon, moi je vois bien une solution quand même, ce serait de tous s'attraper et de se faire des gros bisous. Voilà, je sais, c'est un petit peu ma réponse stéréotypée à toutes les situations. Mais souvent ça marche, Vous avez qu'à voir les bonobos, ils ont une société, ils connaissent pas la crise. Alors bon, je vous fais des gros bisous. Et des gros bisous à tous les bonobos. Et les bonobettes qui nous regardent. 今僕はどうすりゃいい君はもう